Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire exceptionnel organisé par le cabinet Barthélemy avec mon associé Damien Chamu du bureau de Tours. On a souhaité avec Bonjour à Jean tous. Julien et toute l'équipe être très réactifs et disponibles à votre attention, clients, non clients, prospects et puis également un certain nombre de confrères et de consoeurs que nous saluons, qui vont peut-être même organiser prochainement des webinaires sur le même thème. Donc on les remercie de s'inspirer d'une autre. Ce qu'on souhaiterait aborder avec Damien, c'est les grandes questions dans les lignes directrices qui nous occupent tous aujourd'hui, suite à ce tsunami d'arrêt rendu par la Cour de cassation en matière de congés payés. Donc on vous propose avec Damien d'aborder dans un premier temps un bref rappel historique de cette thématique qui, entre nous, vous savez peut-être, est tout sauf une surprise. Et puis ensuite, nous allons évoquer à tour de rôle ou les deux ensemble un certain nombre de points saillants. Parmi ces points, nous avons noté quel était l'objet de ces arrêts, bref, quelles étaient les causes de suspension du contrat de travail qui pouvaient être concernées. Est-ce que cela vise les seuls arrêts de travail professionnel, accident de travail, maladie professionnelle ou autre? Se pose également la question de savoir à quoi se rapporte la nouvelle solution posée par la Cour de cassation. Est-ce que ça vise tous les congés payés ou certains d'entre eux? La problématique qui va également se poser, c'est de savoir à quels salariés cela s'applique. Est-ce que ça s'applique aux salariés aujourd'hui présents dans vos effectifs? Est-ce que ça s'applique aux salariés qui sont sortis de vos effectifs, ceux qui sont également en cours d'arrêt longue maladie, le cas échéant dans le cadre d'une aptitude qui se profilerait? Et enfin, nous aborderons, parce que ce n'est pas neutre, les problématiques de réclamation, de prescription, et surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse, on n'est pas là pour vous rendre du rêve, mais vous apporter quelques solutions, savoir si par la voie de l'accord collectif et évidemment de l'intervention législative, les entreprises pourraient faire face à ce tsunami que j'évoquais tout à l'heure. Donc, pour aborder le premier point, il est résumé en deux éléments. Ce n'est pas une surprise, mais ça importe des conséquences extrêmement significatives pour les entreprises. Bien évidemment, c'est une heureuse nouvelle pour les salariés, mais vous le savez, c'est bien du côté des entreprises que nous nous plaçons, puisque c'est elles qui ont à gérer le risque. Alors, ce n'est pas une surprise parce que depuis maintenant plus d'une décennie, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un certain nombre de décisions dont elle était saisie par différentes juridictions des États membres et a posé le principe que, sur la base d'une directive de 2003 précédant celle d'une autre de 93, eh bien, en matière de droit de l'Union européenne, il n'y avait pas de distinction à faire dans l'acquisition du droit à congé payé selon que le salarié est en arrêt de travail, en accident ou pas. Le droit de l'Union européenne ne distingue pas, il accorde ce droit de façon inconditionnelle, que le salarié soit en temps de travail effectif ou qu'il soit en suspension du contrat de travail pour cause de maladie. Pourquoi? Parce que le droit de l'Union a posé comme un principe fondamental, la Cour de justice utilise l'expression de principe d'importance particulière pour le droit de l'Union européenne, ce droit à congé payé. Et donc, il s'est très vite révélé une distorsion entre, d'une part, le droit de l'Union européenne, posé par la Cour de justice, et le droit interne français, puisque vous le savez, et c'est encore pire, j'allais dire, à l'époque, le droit français conditionne l'acquisition des droits à congé payés par un travail effectif, et il assimile certaines absences à du travail effectif. Vous le savez, c'est le cas en matière d'accident de travail et de maladie professionnelle, mais simplement pour une durée d'1 an. Et donc la Cour de cassation française, depuis 2013, dans ses rapports annuels, qui est réitéré chaque année, mettait en exergue cette distorsion, ce décalage, et invitait le législateur français à s'emparer du sujet afin de mettre en conformité le droit français, le droit interne, avec le droit de l'Union. Ce que le législateur n'a jamais pas fait, pour les raisons qui sont les siennes, et pourtant, vous le savez, ce ne sont pas
les lois sociales qui ont manqué depuis 2013. D'ailleurs, quel que soit le gouvernement, ce n'est pas un sujet politique. Et donc peut-être, je ne dis pas dans un mouvement d'humeur, mais la Cour de cassation a-t-elle été acculée par l'inertie ou la carence du législateur à statuer une bonne fois pour toutes en la matière par les arrêts rendus la semaine dernière. Et elle a été grandement facilitée dans cette tâche par la Cour de justice de l'Union européenne qui lui a offert un mode opératoire quasiment clé en main pour enfin mettre sous l'angle des juges le droit français en conformité avec le droit européen. Alors, on ne va pas faire un cours de droit. Sachez simplement en 2 mots, et la notice explicative mise en ligne par la Cour de cassation sur son site est extrêmement claire et intelligible en la matière, que la Cour de cassation a utilisé un outil de droit s'inspirant non pas de la directive que j'évoquais tout à l'heure, mais d'un autre texte international fondamental du droit de l'Union, qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par le truchement duquel elle a opéré une applicabilité, on va dire, directe de ce principe du droit de l'Union que j'évoquais tout à l'heure, et qui lui a permis, par une combinaison, une articulation entre cette charte d'un côté et la directive de l'autre, d'écarter, d'évincer purement et simplement, en partie, 2 articles du Code du travail, L3143-3 et L3143-5, qui sont les fondements de la question et de la problématique qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le fait qu'en droit français, il y a un lien de causalité entre l'acquisition des droits à congé et le travail effectif. Et donc la Cour de cassation, dans les arrêts qui ont été rendus la semaine dernière, a jugé que les membres de phrases ou les bouts de texte de ces articles devenaient désormais inapplicables, et de sorte que les salariés qui étaient auteurs des réclamations ont pu obtenir gain de cause dans les demandes indemnitaires qu'ils formulaient auprès du juge français. Voilà de façon très très brève quelle est l'histoire. Il va y avoir énormément, et vous voyez dans les réseaux sociaux, de littérature qui va être rédigée en la matière. La Cour de cassation elle-même, vous pouvez vérifier sur son site, a mis en ligne l'avis de l'avocat général et les conclusions, le rapport du conseiller, qui sont extrêmement didactiques et qui permettent de façon assez exhaustive de faire ce rappel historique. Donc, ce que l'on vous propose maintenant, c'est cette jurisprudence étant posée, et Jean-Julien Jarry a mis d'ailleurs en ligne un certain nombre de carousels et de textos permettant d'éclairer la solution juridique posée par la Cour de cassation. On vous propose avec Damien de les passer en revue, puisque, comme vous, nous sommes assaillis d'interrogations, d'angoisse, d'inquiétude sur les significations très concrètes et pratiques que cela suppose. Alors Damien, peut-être première question qui nous occupe tous, ces arrêts, ils concernent quoi exactement ? Alors, comme vous l'avez tous vu, la Cour de cassation est intervenue à plusieurs reprises le 13 septembre. Simplement, avant de commencer, je réponds juste à quelques questions qui ont été posées sur le chat. On ne diffuse pas de PowerPoint aujourd'hui, alors que pour certains d'entre vous, vous avez l'habitude de webinaire et d'avoir un PowerPoint de distribuer, de proposer, tout simplement parce que nous avons réuni notre conseil scientifique ce matin et que nous avons terminé la réunion à midi. Et donc, on n'a pas eu le temps de réaliser le PowerPoint. Donc, pour l'instant, ce webinaire est présenté sous la forme de vidéo. Naturellement, vous avez les infographies de Jean-Julien Jarry que vous pouvez trouver très facilement sur LinkedIn qui pourront illustrer le propos. Et dans un deuxième temps, vous savez qu'on vous proposera une deuxième session de ce webinaire qui seront réalisées par nos associés. Et dans ce cas, vous aurez le support PowerPoint. Mais là, en 20 minutes, nous n'avons pas eu le temps de le réaliser. Donc, la première question, c'est... Oui. Ouais, on peut rajouter d'ailleurs, Damien, que nos clients, bien évidemment, bénéficieront d'un questionnaire-réponse établi par notre conseil scientifique et se verront remettre à leur disposition des écrits et des thématiques beaucoup plus approfondis que ce que nous aborderons aujourd'hui, bien évidemment. C'est ça. Alors, la première question, c'est quels arrêts ? Alors, comme vous avez pu le voir, la Cour de cassation s'est prononcée à différents titres. Premier arrêt, l'arrêt maladie, simple, pas d'accident du travail, pas de maladie professionnelle. Que se passe-t-il du point de vue des congés payés ? Comme Emmanuel vous l'a rappelé, la règle était fixée par le Code du travail, c'est l'article 3141-3 du Code, pas d'acquisition de congés payés
en cas d'arrêt de maladie simple. Ça, c'est la règle. La Cour de cassation avait eu l'occasion de confirmer. Sous la pression de la législation européenne et de la Cour de justice, c'est terminé. Donc, la première chose, la première certitude qu'on peut vous donner, c'est que désormais, on verra la question pour le futur après, mais désormais, tout salarié qui est placé dans un arrêt de travail d'origine non professionnelle, donc un accident bénin, une maladie qui n'a pas été contractée en relation avec le travail, doit bénéficier de l'acquisition des congés payés de la même façon que s'il travaillait. Donc, sur la même base, les 30 jours ouvrables par an, les 2,5 jours ouvrables par mois, il en bénéficie. Deuxième question, c'est que se passe-t-il lorsque le salarié est placé en période d'accident, en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle? Je reviens sur la règle jusqu'à l'intervention de la Cour de cassation. L'article L3141-5 du Code du travail prévoyait que le temps d'arrêt était assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés dans la limite d'1 an. La Cour de cassation considère que cette limitation à 1 an est contraire au droit de l'Union et donc que le salarié va pouvoir continuer à acquérir des congés payés sans que puisse lui être valablement opposée cette limite d'1 an. Donc ça, c'est la deuxième certitude. Ensuite, eh bien, la question est de savoir, est-ce que cette solution qui a été adoptée par la Cour de cassation pour les arrêts maladie simple et pour les arrêts d'origine professionnelle peut être étendue à d'autres motifs de suspension du contrat de travail. Alors là, c'est de la prospective, c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. Très certainement que la liste sera quand même assez réduite. Pourquoi ? Parce qu'on pense à un certain nombre de causes de suspension du contrat de travail, comme par exemple le congé sabbatique. Le congé sabbatique, est-ce qu'il va faire naître des congés payés pour le salarié qui est placé? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation se base sur le droit à congé payé qui est visé par une directive européenne dont l'objet est de protéger, de garantir le repos du salarié. Et dans ce cas-là, la protection de la santé ne va certainement pas s'appliquer en matière de congé sabbatique. Deuxième question qui nous a été reposée, est-ce que le salarié placé en congé parental va bénéficier de l'acquisition des congés payés? À notre sens, certainement que non, puisque l'objet du congé parental est différent de celui de la directive de 2003 en matière européenne, et nous considérons très certainement, sauf intervention législative à venir, que le salarié placé en congé parental ne va pas acquérir des congés payés comme le salarié qui est placé en arrêt maladie. Même chose pour les congés pour événements familiaux, qui ne sont pas assimilés au temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Vous savez qu'ils ne sont pas tous le même régime. Eh bien, lorsque ce n'est pas expressément prévu, le congé pour événement familial ne fera certainement pas naître de droit à congé payé. Ensuite, Emmanuel, question. Lorsque le salarié est amené à être placé en arrêt maladie, en AT-MP, de quel volume de congés payés bénéficie-t-il? Est-ce que ce sont simplement les congés légaux? Et dans ce cas-là, on peut se poser, est-ce que ce sont 4 et 5 semaines? Est-ce que les congés supplémentaires sont visés? Est-ce que les congés conventionnels, est-ce que les congés de fractionnement pourraient être attribués aux salariés? Alors, en la matière, le droit de l'Union, et sur la base des directives que j'ai évoquées tout à l'heure, pose comme principe l'acquisition de 4 semaines. Le droit de l'Union européenne, c'est le minimum, 4 semaines. Et c'est uniquement par renvoi aux législations nationales que chaque État membre, c'est le cas de la France, a pu adopter des dispositions supérieures. Donc, vous savez, en droit français, on est sur le principe des 5 semaines, en réalité des 30 jours ouvrables, avec le cas échéant des jours supplémentaires pour fractionnement. Et en sus des dispositions légales, il peut exister des stipulations conventionnelles, accords de branche, accords d'entreprise, qui accordent, par exemple, des congés supplémentaires pour ancienneté. On aurait pu s'attendre, côté entreprise, à ce que la Cour de cassation, s'exprimant sur le terrain du droit européen, se cantonne au minimum fixé par la directive et donc rende ces solutions uniquement pour, c'est-à-dire le socle minimal des 4 semaines fixées en droit européen. Tel n'est pas le cas. La Cour de cassation adopte une position non pas extensive, mais conforme au droit national, assez maximaliste, puisqu'elle a décidé, pour des thématiques de non-discrimination indirecte sur le droit de la santé, d'élargir le spectre de sa solution
non seulement aux 4 semaines qui sont de toute façon fixées par le droit de l'Union, mais également à la 5e semaine de congé payé qui est visée par le droit français interne, et également les congés supplémentaires qui peuvent être octroyés par des dispositions conventionnelles. Je disais tout à l'heure l'exemple des congés supplémentaires accordés par un certain nombre de conventions collectives pour ancienneté, qui ont pour objet de fidéliser le salarié. Et donc, la solution vise non pas 4, mais 5 semaines, plus, le cas échéant, éventuellement, les congés payés supplémentaires, typiquement ancienneté ou d'autres, qui peuvent être accordés par les conventions collectives, avec néanmoins deux points, deux tempéraments à aborder. Premier tempérament, cela ne signifie pas que toutes les stipulations conventionnelles sont visées. Il faut vérifier la rédaction de chaque convention collective ou de chaque accord d'entreprise pour déterminer quel est l'objet du droit supplémentaire qui est accordé, et donc vérifier si le congé qui est accordé par la voie conventionnelle a bien la même nature que le congé payé fixé par le droit interne. Et deuxième tempérament que nous posons au niveau du cabinet et du conseil scientifique, c'est qu'à notre sens, les congés supplémentaires pour fractionnement, qui sont d'ailleurs, vous savez, qu'à titre supplétif et ne relèvent pas de l'ordre public dans le Code du travail, ne figurent pas parmi les thématiques visées par la Cour de cassation. Donc on est bien sur le schéma des 5 semaines plus congés payés supplémentaires pour ancienneté. Alors une fois qu'on s'est dit ça, la question aussi qui se pose, c'est de savoir, une fois qu'on a évoqué les congés, à quels salariés cela s'applique-t-il? Et là, on imagine tout de suite deux hypothèses. Les salariés qui sont en cours, les effectifs, voire évidemment les futurs entrants, les futurs recrutés, et les salariés qui auraient quitté l'entreprise par le passé, avec la problématique que nous voyons sur certains de vos questions ou parfois de chat, d'une pseudo ou prétendue rétroactivité de la solution apportée par la Cour de cassation. Alors, attends Emmanuel, juste sur les congés, on a beaucoup de questions sur le congé de fractionnement, qu'on a évoqué ce matin, et simplement pour préciser, le congé de fractionnement, en principe, il n'est pas... je te laisse expliquer. Alors, les congés supplémentaires pour fractionnement ne sont pas concernés, à notre sens, par la solution de la Cour de cassation. Pour quelle raison? Puisqu'on estime que le fait générateur, l'exigibilité, ce qui crée le congé de fractionnement, ne peut pas exister lorsque le salarié est malade. Rappelez-vous, nous sommes dans un cas de figure où le salarié est en suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou pas, pour une longue durée. Et ce que pose comme solution la Cour de cassation est de dire que pendant ce temps d'absence, le salarié malade acquiert, comme un travailleur, des droits à congés payés. Donc, de mois en mois, son compteur de congés payés a vocation à se créditer, s'incrémenter de 2 jours et demi ouvrables ou 2,08 € si vous êtes en matière de jours ouvrés. Donc, le fait qu'il obtienne et qu'il acquiert pendant sa période de maladie, à supposer qu'il soit absent toute une année, il obtient bien 30 jours ouvrables, voire le cas échéant, mais là aussi à nouveau ça dépend de la rédaction de chaque accord collectif ou de branche, des congés supplémentaires pour ancienneté. En matière de fractionnement, vous savez, ce qui crée le congé supplémentaire de fractionnement, c'est d'abord, d'une part, qu'il n'y ait pas d'accord collectif qui est statué ou qui est géré la matière, puisque le congé de fractionnement n'est pas de droit, il n'est dû qu'à titre supplétif s'il n'y a pas d'accord collectif d'entreprise ou de branche en la matière, et aussi uniquement si, quand le salarié prend ses congés, exerce son droit, le fractionne avec l'accord de son employeur. Vous savez que ce sont les 3e et 4e semaines de congés payés qui sont potentiellement génératrices de ce droit à congé supplémentaire lorsqu'il est pris en dehors de la période légale ou de toute autre période fixée par l'entreprise. Donc, comme ce n'est pas un congé quand le salarié est malade qui lui est acquis de droit, puisque par hypothèse, il ne pose pas ses congés et il ne les fractionne pas, nous estimons qu'en l'absence de stipulation d'accord sur cette thématique,
n'acquiert pas ces 1 jour ou 2 jours ouvrables supplémentaires en la matière. Ce point approfondi posé, donc désormais, quels sont les salariés concernés? On ne va pas vous mentir, il semble assez évident que tous les salariés sont concernés par la règle posée par la Cour de cassation, que ce soit les salariés en CDI, les salariés en CDD, les salariés intérimaires, temps plein, temps partiel, c'est strictement sans incidence. Et aujourd'hui, dans chacune de vos entreprises, de nos entreprises, les salariés qui seraient en absence maladie, accident de travail, maladie professionnelle ou non professionnelle, ont vocation, du fait que la Cour de cassation évince l'application des 2 articles que nous avons évoqués tout à l'heure, ont vocation à bénéficier, mois par mois, de l'acquisition des 2 jours et demi ouvrables posés par le Code du travail. Donc, en principe et en pratique, il faudrait que les entreprises, désormais, dans le cadre de l'édition de leur bulletin de paie et dans le cadre, évidemment, de la gestion de leurs provisions pour congés payés, organisent ce crédit, ce droit pour les salariés qui sont en maladie. Alors, évidemment, il y a toujours la possibilité pour les entreprises de ne rien faire et d'attendre. Et d'attendre quoi? Soit qu'il y ait un contentieux, qui pourrait être d'ordre collectif ou individuel, ou par le truchement, le cas échéant, de l'inspection du travail qui serait saisie, ou soit, et on l'abordera ensuite, attendre l'écoulement de la prescription en espérant que le salarié, finalement, ne connaissant pas ses droits, ne fasse rien, n'agisse pas et perde ses droits en la matière. Ça sera évidemment à chaque entreprise d'arbitrer, puisque c'est une décision qui relève de votre pouvoir de direction. Mais ne nous faisons pas d'illusions, les solutions rendues par les cours de cassation ont bel et bien vocation et à générer le fait que dès aujourd'hui, ce mois de septembre 2023 et les mois qui vont suivre, les salariés en maladie, en accident de travail au-delà du délai d'1 an continuent ou bénéficient de ce droit à acquisition à congé payé. L'autre question qui se pose, ce sont les salariés sortis des effectifs de l'entreprise depuis un certain temps. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que l'entreprise régularise spontanément à rebours la créance salariale dont disposerait le salarié en la matière, ou est-ce qu'elle s'abstient de le faire et attend que le salarié réagisse, le cas échéant, par voie judiciaire ou par voie de mise en demeure préalable auprès de son employeur. Là aussi, c'est une décision qui vous appartiendra. Quelques éléments de réponse. A priori, également dans le sens de la décision de la Cour de cassation, rien ne permet d'exclure que les salariés déjà sortis des effectifs ne bénéficient pas de ce droit. Simplement, ce droit se heurtera potentiellement à 2 points. Premier point, c'est le solde de tout compte. Deuxième point, c'est la prescription. Alors, sur le solde de tout compte, en principe, lorsque vos salariés quittent vos effectifs, avec les documents de fin de travail, vous avez une obligation d'établir un solde de tout compte, de le remettre au salarié. Celui-ci est censé, alors on sait bien qu'en pratique ce n'est pas toujours le cas, mais il est censé recevoir ce solde de tout compte, c'est-à-dire le signer. Et le solde de tout compte qui n'est pas dénoncé dans un délai de 6 mois à compter de sa signature a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées. Donc, si les soldes de tout compte que vous avez pu établir et qui ont été signés par les salariés au-delà de ce délai de 6 mois, mentionnez bien une ligne indemnité compensatrice de congés payés, fut-elle erronée, puisque par hypothèse, ne prenons pas en considération la solution posée par la Cour de cassation, aboutirait au fait que ces salariés se verraient opposer l'effet libératoire de ce solde de tout compte valablement établi au terme de ce délai de 6 mois. L'autre question qui se pose, que va aborder Damien, c'est au-delà du solde de tout compte, quid de la prescription?
Alors, pour la prescription, il faut raisonner, à mon avis, différemment selon que le salarié est toujours dans les effectifs ou que le salarié a quitté l'entreprise. Lorsque le salarié est toujours dans les effectifs, s'il entend exercer son droit à congé payé, c'est-à-dire le droit qui est déjà né et qui est amené à être exercé, vous le savez, la Cour de cassation, dans l'un de ses arrêts, considère qu'à partir du moment où l'employeur n'a pas mis le salarié dans la situation de pouvoir exercer son droit à congé payé, aucune prescription ne peut lui être opposée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire au salarié qui est dans nos effectifs, tu demandes trop tard l'exercice de ton droit à congé payé. Il y a une deuxième question qui se pose, et là, techniquement, alors c'est compliqué, c'est la différence entre l'effet procédural et substantiel de la prescription. La deuxième question qui se pose, c'est de savoir est-ce que le salarié va pouvoir me demander de façon illimitée l'exercice de ses congés payés. Je prends un exemple simple. Un salarié, qui n'est pas quotidien, mais qu'on retrouve nous régulièrement dans les entreprises, un salarié est placé en arrêt depuis plusieurs années, il fournit des arrêts de travail depuis plusieurs années, et à l'issue de ces plusieurs années, finalement, il revient dans l'entreprise. Question, jusqu'à quand peut-il demander de bénéficier de l'acquisition passée de son droit à congé payé? La Cour de cassation ne le précise pas, elle ne dit pas quel est l'effet substantiel de la prescription. Il faut voir ici que la Cour de cassation a écarté un texte qui est sur les congés payés. En revanche, elle n'a pas écarté les textes spécifiques du Code du travail qui concernent la prescription. Et en la matière, vous avez deux textes qui pourraient s'appliquer à la demande du salarié qui est toujours dans nos effectifs. C'est la prescription biennale de 2 ans, donc, pour les créances qui sont relatives à l'exécution du contrat de travail. Donc, on pourrait dire au salarié que sa demande relève de l'exécution de son contrat de travail et que donc il ne peut solliciter qu'une période de 2 ans de congé payé maximum sans pouvoir aller au-delà. Et si la demande du salarié, encore une fois, qui est toujours dans les effectifs, est une demande indemnitaire et non pas une demande d'exercice des congés payés, un autre texte du Code du travail prévoit que ici, dans la mesure où il s'agit d'une créance de salaire, eh bien, une durée de 3 ans peut lui être opposée, encore une fois, l'arrêt de la Cour de cassation ne visant pas spécifiquement ce cas et n'excluant pas l'application des textes du Code du travail relatifs à la prescription. Il y a un deuxième cas de figure et qui, pour le coup, va susciter aussi beaucoup de questions, c'est le salarié qui a quitté les effectifs, dont le contrat de travail est rompu et dont le préavis a été exécuté. Là, je pense que tout le monde est d'accord, le salarié ne peut pas demander l'exercice de son droit à congé payé en nature. Ça n'aurait absolument aucun sens, le contrat de travail est rompu, le salarié ne peut plus exercer son droit à congé payé en nature. Il va donc demander un rappel d'indemnité de congé payé. Or ici, ce rappel d'indemnité de congé payé, de la même façon, il est traité de façon très particulière par le Code du travail. Puisque le Code du travail nous indique qu'en matière de créance de rémunération, le salarié a 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail pour saisir le juge d'une créance qui, elle-même, ne peut pas aller au-delà de 3 ans. Donc, c'est les 3 ans qui précèdent la rupture du contrat de travail pour calculer le droit à congé payé. Et le salarié, à partir du moment de la rupture du contrat de travail, 3 ans pour les demander. Quels effets des décisions de la Cour de cassation du 13 septembre sur cette situation? Très certainement qu'à partir du moment où on n'a pas mis le salarié dans la mesure d'exercer son droit, la question du temps à compter duquel le salarié peut saisir est en question. Mais ce qui est ce qui nous paraît de la même façon assez constant, c'est que la Cour de cassation n'a pas écarté le texte spécifique du droit français qui limite à 3 ans le droit à congé payé du salarié. Donc, dans ce cas où le salarié a quitté les effectifs et demande un rappel de congé payé, on pourra, de la même façon qu'on pourrait le faire pour le salarié qui est toujours dans les effectifs, opposer un texte spécifique qui prévoit que le droit à congé payé ne peut pas être demandé pour une période supplémentaire supérieure à 3 ans. Donc les arrêts de la Cour de cassation, il faut bien voir qu'ils parlent spécifiquement de la question de l'effet procédural de la prescription, mais sur la substance, sur le volume, sur l'assiette de calcul des congés payés,
tant que la Cour de cassation n'a pas décidé autrement, les textes français s'appliquent. Donc 2 ans pour une action en exercice de congé payé, 3 ans pour une action en paiement d'un rappel d'indemnité de congé payé. Alors, une fois que tout cela est dit, on partage certainement tous ensemble une situation où on se sent un peu témoin d'une vague, comme disait Emmanuel, d'un tsunami qui nous submerge. La question, c'est est-ce qu'il existe des outils pour essayer d'aménager cette jurisprudence que nous subissons? Il n'y a pas de moyen d'y échapper. En revanche, il existe peut-être des outils pour aménager la solution. Emmanuel va vous parler du rôle de l'accord collectif d'entreprise, notamment, qui pourrait être utilisé pour aménager les effets de ces décisions. On n'a pas de solution magique et il n'existe pas aujourd'hui dans notre droit de boîte à outils qui permettent de façon ferme et définitive de sécuriser le processus. Il faut bien comprendre qu'on est dans une problématique de fond qu'on a refusé de gérer le législateur, à savoir d'une non-conformité manifeste, et cela depuis plusieurs années, du droit français vis-à-vis du droit de l'Union européenne, et qui est en opposition frontale avec une problématique qui est consacrée, sanctuarisée, comme étant un principe d'importance particulière. Alors, pour répondre à l'une ou l'autre des questions, je fais juste une incise. La Cour de cassation n'a pas assimilé l'arrêt maladie, l'accident du travail l'accident non professionnel à du temps de travail effectif. Elle a au contraire écarté et évincé le dispositif de l'article L31-41-3 en ce que, en recourant à la notion de travail effectif, cette notion de travail effectif, justement, éludait l'arrêt de travail, maladie ou accident non professionnel. Et dans l'autre article L31-43-5, qui assimile légalement l'accident du travail et la maladie professionnelle, mais sur une période ininterrompue d'1 an à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés, elle a fait sauter le verrou du délai d'1 an, de sorte que les salariés, quelque part de façon illimitée, c'est la question que l'on se pose, peuvent continuer à en acquérir s'ils sont, par exemple, en absence longue durée sur plusieurs années. Donc, quid des outils qui seraient aujourd'hui en notre faveur? Alors, il y a 2 outils possibles. L'intervention législative, évidemment, ça c'est Damien qui l'évoquera, mais il ne faut pas se leurrer. Depuis plus d'une décennie, notre législateur n'a rien fait. Et aujourd'hui, il se trouve dans une seringue. Parce qu'à partir du moment où la Cour de cassation a posé ses solutions, qui sont balisées par des thématiques du droit de l'Union européenne et qui ont été également encadrées très largement qu'à la Cour de justice, la marge de manœuvre du législateur français ne va pas être très importante. Il est quand même sur une ligne de crête, puisque la solution à laquelle nous faisons face aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, relève de son inertie. Il aurait été peut-être plus pertinent et opportun qu'une mise en conformité s'effectue en temps utile, avec une possibilité pour le législateur français de gérer les marges de manœuvre qui pouvaient se poser. Parmi ces marges de manœuvre, il y en a une que nous partageons avec vous aujourd'hui, qui a été posée d'ailleurs par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts. C'est la faculté, c'est bien une faculté et non pas une obligation, qu'ont les États membres, soit par voie de disposition nationale, donc par voie de texte légal par exemple, mais également par le truchement d'accords collectifs, donc ça serait à la main des partenaires sociaux, de gérer la problématique du report dans le temps des congés payés. Puisqu'à partir du moment où on est, prenons cette hypothèse, d'un salarié qui est malade 3 ans d'affilée, la solution posée par la Cour de cassation en conformité avec le droit de l'Union est désormais de dire que durant ces 3 années de maladie, peu importe son origine, professionnelle ou pas, ininterrompue, le salarié est censé acquérir 3 fois 30 jours ouvrables de congés payés. Évidemment, plus si le salarié est en arrêt maladie encore pour une durée supérieure.
La question qui se pose, et elle est évidemment simple, c'est qu'au jour de son retour, il y aura non seulement le stock des congés acquis et non pris avant son arrêt maladie, donc ceux qui sont antérieurs à la suspension du contrat de travail, mais également, dans mon exemple, les 90 jours ouvrables, et je mets de côté les congés supplémentaires conventionnels s'il en existe, qu'il aura également acquis pendant cette période de suspension du contrat. La logique qui est posée par le droit européen, comme la Cour de cassation, est de dire que ces congés se reportent, dit la Cour de justice, de façon illimitée jusqu'au jour du retour du salarié, mais il est néanmoins dans la possibilité des États ou des partenaires sociaux de mettre en place une limitation à ce report illimité. Et par quelle motivation, pour quelles raisons cette limitation pourrait-elle être posée? Et là, il faut répondre un peu il faut reprendre la philosophie du droit à congé posé par la charte et par la directive. La directive de 2003 est une directive qui vise la protection de la santé du salarié. Et c'est en vue de la protection de la santé du salarié que le droit à congé payé est posé comme un principe fondamental. Ce congé payé ayant finalement une double finalité, nous rappellent les juges, une finalité de repos, mais également une finalité de détente et de loisir. Tel est l'objectif, l'objet même du congé payé. La Cour de justice, de façon assez pragmatique et cohérente, indique que dans la mesure où un salarié est en absence de longue durée, cette finalité de droit au repos, cette finalité de détente et de loisir n'a plus de sens, n'a plus d'objet, puisque par hypothèse, le salarié est absent sur une très très longue durée. Et donc, elle pose la solution de fixer une limite dans le temps à ce droit à report. Et qui dit une limite, comme en matière de prescription, c'est un point de départ et une durée. Alors, le point de départ, quel est-il? En tout cas, tel que la Cour de justice a pu le trancher à ce jour. Le point de départ posé par la Cour de justice en matière de solutions qui pourraient être aménagées, à nouveau par le législateur ou par un accord collectif, est de dire que lorsque le salarié reprend son travail, donc lorsqu'il revient, on est toujours dans l'exécution du contrat et non pas dans sa rupture, il pourrait, au terme de la période de référence, de prise de son congé, être fixé une limite, et cette limite a été jugée comme devant être significativement supérieure à la période de référence fixée en droit national. En deux mots, la Cour de justice a déjà eu l'occasion de dire qu'une durée de 9 mois n'était pas conforme au-delà de cette période de référence. En revanche, une période de 15 mois l'était. Donc, dans la logique de la Cour de justice, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un salarié qui revient de sa période de suspension du contrat de travail pour reprendre son travail aurait non seulement la période de référence fixée par le droit national, l'année de référence pour prendre ses congés, mais il pourrait disposer, et ça il faut un texte en ce sens, soit législatif, soit un accord collectif, il pourrait disposer d'un délai supplémentaire au terme duquel, si son droit n'était pas pris, il serait perdu. C'est ce qui est ouvert par la Cour de justice dans sa disposition. Est-ce que le Code du travail l'interdit? On a débattu assez longuement ce matin au Conseil scientifique sur le fait de savoir si les dispositions du Code du travail en matière de congés payés sur le champ de la négociation collective permettaient ou pas les partenaires sociaux de fixer par une clause dans un accord collectif une telle règle. À notre sens, rien ne l'interdit. Ce n'est pas contraire à l'ordre public. Quand on regarde les dispositions de l'ordre public en matière de congés payés dans le Code du travail, rien ne s'y oppose. Et donc, rien n'interdirait aux partenaires sociaux, par la voie d'un accord collectif d'entreprise, de fixer cette limite en se calant, par exemple, sur la durée de 15 mois fixée par la Cour de justice. Cela étant, il faut trouver des signataires. Parce que avoir des organisations syndicales, avoir un CSE ou des salariés mandatés par une organisation syndicale, dans les petites entreprises, ça serait peut-être différent par la voie du référendum, mais qui acceptent une telle limitation, qui est
tout à fait, en théorie, possible. Pour tous les DRH et les négociateurs que vous êtes, on va vite évidemment faire le diagnostic que cela risque d'être extrêmement délicat de pouvoir faire accepter une telle clause de limitation dans le temps par les partenaires sociaux. Mais cela étant, la chose est possible. Et donc, à défaut d'avoir des signataires d'un accord collectif qui comporterait, par exemple, une telle limitation dans le temps d'un report des congés payés, parce que pour des raisons très pratiques, il risque d'être délicat pour la société ou l'entreprise d'avoir des signataires, se pose la question de l'intervention du législateur et de ce que pourrait faire ou pas le législateur. Alors aujourd'hui, demain, en 2030, on n'en sait rien, mais j'espère qu'il y aura peut-être des incitations en ce sens pour qu'il intervienne et règle en partie la problématique qu'il a lui-même posée. Damien. Oui, alors le législateur, donc, s'il intervient, alors déjà, vous le savez, hein, il est quand même pas intervenu depuis 20 ans, depuis au moins 2012, il sait qu'il doit intervenir, il ne le fait pas. Donc là, la pression est sur lui, très clairement. Le ministère du Travail a d'ailleurs communiqué qu'ils avaient bien pris connaissance des arrêts de la Cour de cassation et qu'ils envisageaient les solutions y apporter. Alors c'est une formule très diplomatique, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que peut faire le législateur? Sur l'acquisition des congés payés, certainement pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation a censuré le plafonnement d'1 an de l'acquisition des congés payés quand l'arrêt de travail a une origine professionnelle. Donc sur l'acquisition, certainement pas grand-chose. Deuxième chose, est-ce que le législateur pourrait porter un obstacle, limiter la rétroactivité des décisions de la Cour de cassation, enfin des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre? Certainement non plus. Là-dessus, il y a déjà, à mon avis, des dispositions sur la prescription qui existent. En revanche, et là je rejoins Emmanuel, le biais d'intervention le plus simple et celui qui pourrait être extrêmement rapide du législateur, c'est d'intervenir sur le report. C'est-à-dire non pas sur les durées d'acquisition, mais la faculté pour le salarié de conserver son crédit de congé payé sur une durée qui soit supérieure à 15 mois. Là, la Cour de justice nous dit, il me semblerait, enfin, Emmanuel vous le confirmera, que toute l'attitude pour le législateur, et à mon avis, c'est ce qui pourrait être le plus rapide, tout en sachant évidemment que les situations passées ne pourront pas nécessairement être toutes concernées par les nouvelles dispositions législatives. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que chacun d'entre vous peut faire? Notre préconisation, c'est que vous n'avez pas nécessairement à traiter l'ensemble des cas de la même façon. Pourquoi? Parce que comme on l'a pu vous l'expliquer lors des 45 dernières minutes, il existe des solutions pour essayer de limiter les effets les plus néfastes de ces solutions sur les entreprises. Et pour ceci, encore faut-il avoir une approche qui soit au cas par cas. Et donc, Emmanuel, moi et l'ensemble des personnes du cabinet se tenons évidemment à vos dispositions pour répondre à vos questions très précises, puisque ce n'est pas possible, on est à peu près 900 aujourd'hui, on ne peut pas répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, les bureaux Barthélemy sont suffisamment bien répartis en France pour que vous puissiez trouver un interlocuteur proche et puis compétent sur ces domaines. Et si jamais votre curiosité n'était pas tout à fait satisfaite, sachez que nous organiserons un deuxième webinaire, alors cette fois-ci avec un support PowerPoint, puisqu'il aura eu le temps d'être réalisé, le 5 octobre avec nos associés Julien Tourner et Florian Da Silva, qui reviendront sur les thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui, puisque certains n'ont pas pu assister à la séance d'aujourd'hui, mais qui intégreront les principales questions qu'on a pu recueillir dans le chat, et on vous remercie d'avoir posé 400 questions dans le chat, et qui pourront donc enrichir les développements donc, du second webinaire qui sera organisé le 5 octobre avec nos associés et qui, globalement, récapituleront ce qu'on vient de se dire aujourd'hui sur les éléments les plus fondamentaux, mais auront l'occasion aussi d'enrichir leur développement avec vos questions pour lesquelles, encore une fois, on vous remercie. Mais un webinaire étant limité par le caractère collectif, si vous avez des questions très précises ou sur des situations individuelles,
évidemment, tous les avocats du cabinet sont mobilisés pour y répondre.